C'est-à-dire que là, maintenant, si vous lancez une collection avec juste des dessins 2D, il faut vraiment travailler tout ce qu'il y a derrière l'utilité, l'aspect même DeFi, staking, tokenomics, sortir un token avec. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, comment lancer sa communauté NFT sans forcément justement avoir de gros budget marketing avec un expert, Juliane. Juliane, salut. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Bonjour tout le monde. Alors bah voilà, je m'appelle Julien Schmerkin. Donc je suis à la base développeur web en freelance. J'ai également, de par mon expérience, monté plusieurs communautés, on va dire associatives, non lucratives, reposant sur des équipes bénévoles. Et donc voilà, là, j'ai lancé ma petite communauté d'entraide gratuite et de partage qui s'appelle Ami Crypto. Et grâce à cette communauté, j'ai d'ailleurs pu recruter une équipe pour lancer mon projet NFT qui s'appelle Tugs Life. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus de cette communauté Ami Crypto? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dès qu'on parle de Web3, dont les NFT, on parle forcément de communauté. On voit que c'est très important, bah, aussi bien de participer à des communautés pour investir que aussi bien participer à des communautés quand tu veux lancer ton projet. Est-ce que tu peux nous parler de Ami Crypto? Tout à fait. Alors, Ami Crypto, c'est une communauté du coup qui repose sur différents supports de médias sociaux. Le cœur, vraiment, c'est Twitter pour du relais d'information et pour rassembler la communauté et pour pouvoir ensuite fédérer et pouvoir capitaliser sur ce rassemblement et pouvoir fédérer. En fait, tout se passe sur Discord. Donc, c'est vrai que Discord, qui est une application, un logiciel très utilisé dans le monde blockchain. À la base, c'était utilisé dans le monde gaming. Maintenant, ça c'est énormément utilisé pour les projets blockchain, etc., Web3. Et du coup, ça sert en fait à être au plus près, au cœur de sa communauté, pouvoir échanger directement avec eux et ensuite pouvoir, on va dire, séparer les thèmes et les informations par channel, par salon de discussion. Et du coup, voilà, Discord, c'est un formidable outil parce qu'on peut le connecter avec des robots, des bots, pour pouvoir diffuser des informations de manière automatique ou pour pouvoir avoir des interactions automatiques avec la communauté, comme par exemple des mini-jeux, des classements, des choses qui vont permettre de rendre plus qualitatif l'engagement de ta communauté et également de les faire se sentir concernés au plus près du projet, ce qui fait que en fait, ça permet vraiment de construire la communauté de manière très solide grâce à cet outil, quoi, en fait, avec Discord. Et on en revient vraiment, c'est ce système de communauté, on le voit, c'est vraiment très important. Et la plupart des personnes veulent savoir quand ils veulent lancer un projet NFT, on va parler après, on va dire, de budget marketing, mais vraiment, comment tu arrives à créer ta communauté. Donc, j'ai compris que tu avais besoin de Twitter, tu avais besoin de Discord. La question, c'est, pour créer cette communauté, est-ce qu'il faut s'y prendre beaucoup à l'avance avant de lancer un projet Web3? Est-ce qu'il faut mettre un ou plusieurs community managers? Quels sont tes conseils pour avoir une bonne communauté, que ton projet Web3 et NFT puisse réussir? Bien sûr. Alors nous, c'est quelque chose qu'on a pu constater quand on a lancé du coup le projet Tugs Life. Moi, à la base, j'avais quand même une base pour lancer le projet NFT. Bon, là, je vais parler du projet Tugs Life du coup. Mais pour lancer ce projet Tugs Life, en fait, on a besoin quand même de certaines bases. Moi, j'avais les bases côté technique pour créer un site web, pour créer une communauté, c'est-à-dire sur Discord, bien le configurer, avoir une vision au niveau de la structure du Discord, parce que c'est important pour pas trop perdre les gens aussi non plus, pour qu'ils s'y retrouvent. Il y avait aussi une vision concernant tous les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Twitch, YouTube pour récupérer les replays de Twitch, par exemple. Donc voilà, il y a tout un écosystème en fait auquel il faut penser, qu'il faut mettre en place. Et derrière, il faut pouvoir réussir à le faire tourner et le faire tourner correctement. Et c'est en fait le rôle du community manager. En fait, le community manager, c'est quand même quelque chose de très central dans le lancement d'un projet. Vraiment, le but, en fait, c'est vous avez beau faire un très beau projet, etc. Si vous avez un projet hyper solide, hyper complet, mais que personne ne le voit passer, ça ne changera rien. Votre projet ne va pas se lancer. Donc, du coup, c'est hyper important de prendre en compte et le marketing et la communication. Donc, alors, ça va arriver, ça va déboucher sur le thème d'après, donc je ne vais pas trop parler de Mais cet vas-y, aspect-là. au contraire, vas-y, continue sur ton sujet. Tu voulais par quoi, de la ligne éditoriale du CM? Alors ouais, l'idée c'est
enfin, vu qu'il y a le marketing qui a une grosse part et un budget très important normalement pour le lancement d'un projet NFT, pour être visible et tout, vu que ça se passe très vite, etc. Voilà, il y a cet aspect que c'est de pouvoir avoir un gros budget. Et quand on ne peut pas avoir un gros budget marketing, enfin, de toute façon, même si on a un gros budget marketing, il faut un CM pour pouvoir tout accompagner et pour pouvoir tout bien synchronisé, on va dire, au niveau de l'information à transmettre. Mais le CM, clairement, c'est quelque chose qui est vital dans le fonctionnement du projet. Il y a une programmation éditoriale à faire, comme par exemple anticiper en fait tous les besoins et toutes les questions que pourrait se poser en fait quelqu'un qui va voir de près ou de loin le projet. Souvent, le community manager et quelqu'un dans l'équipe qui a commencé avec le début du projet, qui a accompagné, etc., et du coup qui est ancré. C'est important que le community manager puisse se positionner à la place de quelqu'un qui a un œil neuf et néophyte et qui va pouvoir anticiper des choses comme qu'est-ce que c'est que le Web3, comment installer un wallet, parce que nous, on va s'adresser à des gens pour qu'ils achètent le NFT, ils ont besoin d'un wallet. Enfin, je vais expliquer plus tard que pas forcément, parce qu'on a un système pour payer avec juste la carte bleue et l'adresse email. Mais du coup, en général, pour acheter une collection NFT, les acheteurs ont besoin d'avoir un wallet. Donc, il y a un travail d'information côté Web3, côté NFT et blockchain, qui est quand même important à mener. Et ça sert aussi à attirer des nouvelles personnes. Donc, le community manager, il doit vraiment pouvoir se positionner sous différents points de vue. Autant que celui qui est un néophyte, que celui qui s'intéresse un peu au NFT et qui peut-être a besoin de plus d'infos concrètes. Donc, il y a différents niveaux d'information à chaque fois à structurer et à pouvoir libérer, en fait. Et ça, c'est très, très, très important. Et du coup, il faut qu'ils puissent aussi également faire de la présence sur les réseaux sociaux, faire du commentary, faire du like, du RT avec hashtag. Il faut montrer le projet à plein de gens. Il y a des influenceurs qui disent partagez-moi vos projets NFT. Faut qu'ils parcourent les différents tweets qui existent, etc. pour répondre à ce genre de tweets aussi. Il faut créer de la présence, faire des commentaires sur TikTok, sur Instagram. Voilà, faut aussi pouvoir être capable en tant que CM de pouvoir publier des vidéos. Donc, créer des vidéos sur TikTok, par exemple, filmer, c'est ce qui se fait en ce moment, filmer, par exemple, l'écran d'un site web, d'un projet pour montrer exactement où cliquer en zoomant avec l'appareil, etc. C'est fait de manière assez, on va dire, archaïque, mais c'est ce qui marche en ce moment au niveau des formats vidéo sur TikTok et sur Instagram réel. Les formats un peu éducatifs, NFT, crypto, découverte de projets, ça marche énormément, ça. Donc, c'est vrai que le CM, il doit être capable de pouvoir avoir cette multitude de palettes de compétences quand même pour pouvoir gérer comme il faut sur le projet, quoi. Et justement, donc on parle de ligne éditoriale pour le CM, on parle de différents réseaux sociaux, donc Discord, Twitter, Instagram. Euh, pour continuer dans cette ligne éditoriale du CM, parce que je sais que tu es très fort dessus, et c'est vraiment, comme tu dis, indispensable, hormis le projet et le budget marketing, tu conseilles que ce CM soit principalement sur Discord, on va dire à 80% de son temps, ou il faut quand même être présent sur Twitter, parce que c'est là où on va toujours chercher l'effet FOMO, Fear of Missing Out. C'est là où on va dire qu'il faut absolument être connecté sur Twitter. Et est-ce qu'il faut publier? C'est ma première question. Et après, la deuxième question que je te poserai, c'est est-ce qu'il faut, il faut beaucoup évangéliser sur justement tout ce qui est Web3? Tu parlais justement de créer des wallets, ou il faut plus parler de son projet? Est-ce que tu peux me parler, répondre sur ces deux questions, s'il te plaît? Ouais, alors déjà pour répondre à la première question, effectivement, le community manager, il doit également être présent sur Discord parce que Discord, comme je disais tout à l'heure, c'est le relais le plus intime avec la communauté et c'est celui qui va permettre vraiment de pouvoir recueillir les retours, de pouvoir même lancer des sujets et discuter des choses sur lesquelles tu vas communiquer. Donc c'est important de faire du relais sur Discord. Maintenant, c'est quand même mieux quand vous lancez un projet d'avoir quelqu'un qui s'occupe juste de Discord, quelqu'un qui va être un peu votre Discord guy, celui qui va restructurer s'il y a besoin d'une restructuration au niveau des catégories et des salons, celui qui va savoir gérer les permissions en fonction des rôles, pouvoir créer des nouveaux rôles, etc., avoir une vision communautaire et pouvoir mettre en place des bots. Tout à l'heure, je parlais de robots qui permettent d'effectuer des actions automatiques, comme par exemple taper une commande pour voir à combien d'invitations on est ou à quel niveau on est sur le leaderboard, parce que souvent, il y a des classements d'activités
plus on est actif sur le Discord, plus on monte en progression dans un classement. Et derrière, après, le but, c'est de coupler des cadeaux ou autres, des giveaways sur les gens qui ont été le plus actifs pour les récompenser, par exemple. Donc, ça, Discord, c'est vraiment pas à négliger, mais c'est vrai que le community manager, il doit vraiment être sur tous les réseaux. Donc, c'est vraiment… Parce qu'en fait, le problème avec Discord, c'est que c'est bien, mais pour les gens qui connaissent déjà le projet. Vous Ouais, voyez. Enfin, les réseaux sociaux, pour la communication et le marketing, ça sert aussi à faire de l'acquisition pour ouais, du hacking growth, quoi, en fait. Et ouais, du coup, pour ça, en fait, on a vraiment besoin des réseaux sociaux. C'est impératif et pas juste de Discord, quoi. En fait, les réseaux sociaux vont servir à être visibles de manière globale sur la toile et de ramener les gens dans la communauté. Et s'ils adhèrent à la communauté, du coup, il faut les ramener sur Discord pour pouvoir les fidéliser. Je pense que Discord, c'est plus de la fidélisation d'accord. que de l'acquisition. Donc, alors que Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitch, ça, c'est vraiment de l'acquisition. D'accord, donc limite, tu pourrais publier donc, sur ces réseaux sociaux et mettre le lien Discord si les gens veulent te suivre sur Mais c'est Twitter, exactement venez ça. sur mon Discord. C'est exactement ça. Nous, clairement, pour Tugs Life ou même pour Ami Crypto, enfin, dans tous mes comptes, que ce soit pour Gaming 2KFR, NBA 2KFR, enfin voilà, pour tous mes comptes de communauté, il y a forcément le lien Discord qui apparaît dans la bio de la description. Ça, c'est D'accord, impératif. d'accord. C'est vraiment la continuité. C'est-à-dire qu'on peut capter les gens sur Twitter, Insta, etc. Ils vont apprécier le projet, OK. Mais derrière, Mhm. il faut les ramener absolument sur Discord parce que sinon, après, on peut les perdre. Sur Discord, on va les fidéliser. Ils vont trouver une nouvelle famille. Ils vont discuter avec plein d'autres gens de la communauté. C'est chose qu'ils ne peuvent pas forcément faire à part à travers des commentaires sur Twitter et Insta. Mais du coup, c'est visible de tous. Enfin, c'est beaucoup plus Ouais, exposé. Les gens vont peut-être moins se lâcher. Ça ne sera pas le même type de discours ou la même qualité de contenu, quoi, on va dire, qui est libéré. Et la deuxième question, c'était… donc la deuxième question, justement, c'est en fait concernant la création de contenu, tu as parlé justement d'évangélisation pour comment créer ton wallet et ainsi de suite. Donc, est-ce que, pour vraiment aller dans le détail, parce que je pense qu'on a ça peut, t'es très bon là-dessus. Donc, moi, ce que je vois, c'est que on pourrait éventuellement évangéliser sur des réseaux comme, on va dire, Instagram, où là, tu vas avoir du mass market. Et donc, tu vas créer un maximum de contenu pour expliquer peut-être le projet ou va donner de l'actualité sur la crypto. Et puis, forcément, dès que les gens viennent sur ton Discord, là, tu vas parler plus de ton projet. C'est ma vision un peu évangélique que j'ai. Est-ce que tu as des détails précis, comment bien réussir ta ligne éditoriale de community management avec du contenu classique et présentation de ton offre? Alors, oui, après, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut toujours trouver, enfin, par rapport à l'acquisition, pour essayer de trouver de nouvelles personnes, sur Twitter, par exemple, ou sur Instagram. Enfin, après, c'est pas les mêmes contenus. Mais sur Twitter, par exemple, on va tweeter de la veille, des choses sur de la veille, ou on va questionner les gens, on peut faire des sondages, on peut dire alors, vous avez acheté du Solana, vu on peut faire un mix entre news et interaction. Par exemple, voilà, le Solana vient de perdre 6%, c'est une bonne occasion pour en acheter, et ensuite pour pouvoir acheter votre Tux, par exemple, voilà, pour toujours ramener par rapport à la collection. Excellent. Donc, il y a des petits leviers comme ça, il y a des petits stratagèmes qu'on peut utiliser. On peut faire des jeux concours. Souvent, les jeux concours se font vraiment sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter. Ouais, type Instagram. Instagram, alors c'est vrai qu'on fait un peu moins les giveaways, on les fait un peu moins sur Instagram. D'accord. Instagram, on l'utilise vraiment pour montrer nos visuels parce qu'on a un très bon graphiste, un artiste qui fait vraiment une très belle communication visuelle pour le projet. Et du coup, c'est ce qui nous permet de le mettre en avant. Et les vidéos aussi. Et après, on sait qu'au niveau des stories, c'est encore différent. Les stories, c'est pour relancer de la com ou alors pour questionner aussi les gens à travers les sondages, avec aussi des retours, si jamais on veut leur demander des avis, etc. Avec les stories Instagram, il y a des petits stickers ou autres qui permettent de l'interaction. Donc, c'est pas mal. Et TikTok, c'est vraiment pour montrer toutes nos vidéos, pour avoir un peu… voilà, tous nos petits clips et tout qui vont pas forcément finir sur YouTube, par exemple. Ouais. Voilà, on essaye un peu d'être plutôt complémentaire et de ne pas avoir à chaque fois la même chose sur tous les réseaux sociaux, quoi. Très intéressant. Maintenant, j'ai une autre question pour continuer sur les réseaux sociaux. C'est là, on va parler de budget marketing. Donc, toi, tu as une force et que tu as réussi à lancer des projets comme Tug Live avec des budgets marketing moindres. On parle de moins de 3 000 euros. Est-ce que tu as des conseils
pour réussir à se développer en plus de ce que tu as parlé sur une éditoriale, comment bien investir, parce qu'on le sait, toi et moi, il faut investir de l'argent pour réussir ton projet Web3. Comment bien investir et quel est le retour sur investissement qu'on peut espérer? Alors, ça, justement, c'est le gros, gros, gros point épineux. En fait, il faut savoir que le marketing, c'est un métier et c'est pas n'importe qui peut se lancer et dire moi je vais faire du marketing, etc. Nous, au début, c'est plus ou moins ce qu'on s'était dit et ce qu'on a cru, en se disant bon, bah voilà, on n'a pas forcément besoin d'une agence marketing pour nous accompagner, etc. On va le faire nous-mêmes, etc. Donc, on a essayé de faire des choses en couplant la communication, en couplant du sponsoring de contenu, avec des articles sponsorisés aussi. Euh, Pardon, désolé, on Oui, je t'en m'appelle prie. là. Vas-y. Désolé. Vas-y. Du coup, ouais, c'était vraiment quelque chose qu'on pensait être à notre portée. Et en fait, Ouais. non. C'est vraiment quelque chose. Enfin, il faut vraiment avoir quelqu'un qui a fait des études en marketing et qui a de l'expérience dans le marketing parce que c'est bien d'avoir les principes marketing, mais quelqu'un qui a l'expérience, ça fait vraiment la diff. Et surtout l'expérience dans déjà un projet Web3 ou crypto. En fait, nous, par exemple, on a essayé de se faire accompagner par une agence marketing qui nous a un peu en fait enfumé dans le sens où ils se sont avancés comme des gros experts de lancement de projets Web3, crypto, blockchain, etc. Alors qu'ils avaient eu aucune expérience en fait dans le lancement de NFT. Même eux, ils ont cru que ça allait être facile. Et en fait, même les NFT, c'est vraiment différent des projets crypto, quoi. C'est-à-dire Bien sûr. que on n'est pas du tout sur des mêmes time frames, sur la même création de FOMO, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, pour le marketing, vraiment, vous avez beau avoir le meilleur projet, le projet le plus solide du monde, etc. Si vous n'êtes pas visible, vous n'aurez pas d'intéressés, d'acheteurs, de clients, quoi. Donc ça, c'est impératif. Il faut trouver les bons stratagèmes, en tout cas pour les projets NFT. Et la plupart des projets NFT se basent quand même sur la création de la hype et le FOMO pour Ouais. pouvoir vendre en fait ce qu'ils ont sur papier tout simplement parce qu'en général Ouais. ils ont que du papier, ils ont rien derrière. Et je dis il parce que nous, notre projet NFT est complètement différent. On a vraiment travaillé, on s'est concentré sur les fondamentaux du coup. Mais voilà, la plupart des gros projets NFT, c'est FOMO, hype, Ouais. euh, créer l'urgence, faire croire que derrière il va se passer plein de choses incroyables. Et vraiment, c'est basé sur le marketing et la communication uniquement, quoi, en fait. Parce que la plupart du temps, il n'y a rien de concret derrière. Donc, le marketing pour ce type de projet-là, c'est vraiment le plus important et il faut partir Ah. sur un budget au minimum à 50 000, 100 000 dollars. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, sauf si vous Ah. avez une centaine de NFT à vendre, tout dépend de votre supply aussi. Ouais. Le nombre de NFT à vendre, donc le nombre de gens qu'il va falloir toucher, convaincre pour ensuite qu'ils achètent et qu'ils gardent votre NFT, bah, plus vous avez des NFT à vendre, plus ça va être dur parce qu'il va falloir toucher un maximum de gens. Donc voilà, si vous avez par exemple une supply à, je sais pas moi, 3000 NFT à vendre, le minimum qu'il faut avoir, c'est au moins 50 000 dollars de budget marketing, D'accord. à peu près. Wow. D'accord. Et ce budget marketing, il est principalement alloué à ton avis sur Instagram, sur Twitter, sur Ouais, il y Facebook? a, il y a énormément de publications. Il faut faire de la publication sponsorisée. Donc, sur Instagram, Facebook, c'est assez simple. Sur Twitter, si vous êtes un projet NFT ou Web3, bah, du coup, ils vont vous bloquer les publicités. Enfin, sauf si vous êtes assez discret, que vous n'utilisez pas trop de mots-clés, mais automatiquement, ils peuvent bloquer votre compte publicité et vous demander de passer en direct avec eux, en fait. Du coup, après, D'accord. il faut communiquer avec Twitter, ils sélectionnent les projets, nanana, ça prend du temps et voilà. Et donc, nous, on a lâché l'affaire. Mais sinon, ouais, il y a Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, bien évidemment, qu'on peut sponsoriser. Après, ça se passe également avec le fait de payer en fait des masses DM, etc. Alors, nous, on ne l'a pas fait. Enfin, on l'a fait un tout petit peu au début pour remplir le Discord, pour que les gens viennent avant de lancer le projet, etc. Et après, on ne l'a pas fait. Mais du coup, ça coûte quand même un peu cher. Et l'idée, c'est d'avoir des milliers et des milliers de masses DM qui sont envoyées pour avoir une chance qu'il y ait des gens qui ouvrent le projet et sur ceux qui ont eu la chance d'ouvrir le message, le faire cliquer, les ramener, quoi, les intéresser. Et Donc, c'est directement sur quel réseau? comment? Sur quel réseau?
Ces masses. Alors, les masses DM, c'est essentiellement. Alors, c'était sur Discord. Maintenant, beaucoup moins parce que Discord, on fait une grosse mise à jour. En fait, on l'a vu hein, avec l'avènement des projets NFT, la création de beaucoup de serveurs. Discord a eu énormément de création de comptes, de serveurs, etc. Il y a son activité qui a pété. Et du coup, ils ont dû mettre en place des nouvelles règles, des nouveaux algorithmes, etc. pour détecter les bots, parce que c'est les bots qui font les masses DM, etc. Donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a beaucoup moins de DM qui arrivent en message privé. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Mais avant, c'était ça. Et donc, maintenant, les gens se reportent sur Instagram, masse DM sur D'accord. Instagram ou Ok. sur Twitter. Voilà, les réseaux sociaux, mais en général, c'est Instagram et puis ensuite Twitter et après peut-être TikTok, je crois, ou Facebook, quoi. Mais c'est ça, c'est du mass DM. C'est aussi des collaborations avec d'autres projets. Ouais. Euh, Après, ça marche moyen. Enfin, nous, on n'est pas super convaincus parce que, en fait, c'est des collabs où en fait, on fait des giveaways pour offrir des whitelists sur d'autres projets. Et eux, pareil, vice-versa, ils font. Enfin, c'est des échanges de giveaways, quoi. Et après, c'est pour des whitelists, donc c'est pas ouf. Les gens, c'est pas hyper qualitatif, quoi. C'est des mecs qui vont en fait jouer des whitelists sur plein de serveurs Discord, ils vont rejoindre plein de serveurs Discord, ils en ont plein, et du coup, Ouais. ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont s'impliquer dans ton projet, quoi. C'est plus des profils qu'on appelle des flippers, c'est-à-dire Ouais. des gens qui vont chercher le ROI, le retour sur investissement, et du coup, qui vont pas s'intéresser aux fondamentaux et sur le fond du projet, qui vont juste regarder si un projet il a de la hype. S'il a Mm. du FOMO, il va se dire je vais jouer la whitelist pour essayer d'être whitelisté et d'en minter un parce que ça va faire sold out instantanément, enfin très rapidement et que les gens ne vont pas pouvoir en acheter. Du coup, ils vont vouloir ils vont pas pouvoir en minter, mais du coup, ils vont vouloir aller sur le marketplace secondaire pour en racheter. Et c'est là où les flippers, c'est-à-dire les gars qui achètent juste pour revendre, vont faire leur investissement et faire leur retour sur investissement. Je me pose la question comment faire pour lancer un projet NFT. Et après, on parlera de Metaverse et ensuite de Thug Life. Ça marche. Alors, pour lancer un projet NFT, tout le monde croit que c'est facile. En fait, ça ne l'est pas. Même moi, au début, je crois que c'était beaucoup plus facile que ça. Ça ne l'est pas du tout. Moi, là-bas, j'ai lancé le projet parce que je suis développeur web, donc je savais que j'avais la capacité technique de pouvoir déployer les NFT sur la blockchain. J'avais la capacité technique également de faire un site web, bon, bah, qui est évidemment principal, enfin, quand même nécessaire pour lancer un projet, que je savais gérer Discord, tous les réseaux sociaux, etc. Donc, j'avais quand même la base côté communication et technique. Et après, il me fallait, j'avais mon ami No Negocio qui est l'artiste du projet. Donc No Negocio, c'est son pseudonyme, hein, bien sûr. Et du coup, en fait, juste avec mon profil et son profil, je savais qu'on avait la base pour lancer un projet NFT. Donc, du coup, lui, il est artiste. Il avait la possibilité de générer toute la collection qui est quand même la base d'une collection NFT. Tu vois, c'est quand même la génération d'images, Ouais. enfin, en tout cas pour ce type de collection. Et du coup, voilà, à deux, on savait qu'on pouvait lancer le projet. Et il fallait recruter des gens pour nous aider, soit pour gérer le Discord, soit un CM, parce que moi, je ne pouvais pas faire le CM pendant tout le long du projet, vu que j'ai plein de choses à faire. Mais voilà, c'est la constitution d'une équipe, la base du projet. Pour lancer votre projet NFT, il vous faut une équipe. Vous ne pouvez pas, juste avec une bonne idée, lancer un projet tout seul. Il faut vous entourer de bonnes personnes et de personnes fiables et recruter des gens comme ça. Moi, par exemple, avec mon ami non négociaux, du coup, j'ai lancé un recrutement dans Ami Crypto, ma communauté d'entraide. C'est là où j'ai réussi à trouver une équipe. Donc, j'ai trouvé quand même 5 personnes et on a lancé le truc à 7, quoi. Et voilà. Et sur les 7, au final, il y en a un qui était vraiment très impliqué, qui s'était montré motivé dès le début et qui est là depuis le début avec nous, qui est le cofondateur qui s'appelle Kuroro et qui est responsable de la gamification. On a eu énormément besoin de lui par rapport à la gamification et tout ce qu'on va apporter au-delà de notre simple image de collection d'avatar. Tu vois, c'est-à-dire que notre projet NFT, il apporte de l'utilité derrière, de l'accès exclusif à du gaming. Ça fait partie du projet NFT. C'est-à-dire quand vous voulez lancer un projet NFT, il faut pas juste penser je vais lancer une collection d'avatars à collectionner. Ça ne marche plus. Enfin, je veux dire, ça ne se vendra pas. C'est les projets qui marchent quand justement ils ont 300 000 $ de budget marketing. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vendre pas juste sur une image, en fait. Et du coup, derrière, il faut de la 3D, il faut des belles images, quoi. Ça ne marche plus avec juste des simples images 2D. Ça marchait il y a 8 mois, mais maintenant, vous voulez lancer une collection NFT avec juste de la 2D, aucune utilité derrière, aucun jeu derrière. Même avec 300 000 $ de budget marketing, je ne sais pas si vous allez la sold out. Wow.
Donc, voilà, maintenant, il faut penser à des utilités derrière, il faut penser à des avantages qui vont être apportés aux holders, etc. C'est vraiment là-dessus qu'il faut tendre. Et donc, pour lancer votre projet NFT, vous avez besoin d'une idée, vous avez besoin de toute l'utilité derrière, vous avez besoin d'une équipe, vous avez besoin aussi d'un peu d'expérience. Donc, il faut que vous vous entouriez de gens qui ont soit acheté des NFT et participé à beaucoup de collections pour que les gens, enfin, pour que ces personnes-là sachent comment fonctionne en interne l'organisation, parce que c'est pas, il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des jargons à connaître, il y a on va dire des processus qu'il faut avoir intégrés pour pouvoir ensuite s'y coller, quoi, en fait, rentrer dans le moule des projets NFT, etc. Il y a différents process, des leviers, etc., qui sont importants à savoir. Donc voilà, la team, c'est le plus important, même au-delà de l'idée de votre collection NFT, quoi. Donc, et puis sans marketing, après, il vous faut un très très bon CM et il Ouais. vous faut des gens, en fait, limite des chômeurs, quoi, des gens qui sont soit étudiants, soit chômeurs et qui peuvent passer toute leur journée, mais vraiment toute leur journée. C'est-à-dire que moi, pour relancer le projet, j'ai quitté mon travail et je Ah ouais. passe 17 heures par jour dessus et ça suffit pas. Donc voilà, il faut des gens qui vont aller sur plein de Discord, plein de communautés, qui vont parler du projet, qui vont un peu faire comme des chauffeurs de salle, qui vont essayer de transmettre une hype. Voilà, c'est hyper complexe. Et pour revenir sur comment créer son projet NFT, il y a des gens qui. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait absolument maintenant créer des NFT 3D et pas des 2D. Mais après, comment faire pour les vendre et comment faire pour éventuellement avoir éventuellement des royalties comme l'a mis en place, par exemple, Gary Vee avec ses NFT VeeFriends. Alors, déjà, alors pour revenir sur ce que tu disais, alors c'est pas tout à fait exact. J'ai pas recommandé de ne pas faire de 2D. Ouais. J'ai dit que si jamais vous vouliez lancer une collection qui reposait juste sur l'image et le design et l'art de l'avatar à collectionner, du coup, vous aurez beaucoup moins de chances d'intéresser les gens s'il y a de la 2D, si c'est de la 2D et que derrière, il n'y a rien sur le projet. C'est-à-dire que là, maintenant, si vous lancez une collection avec juste des dessins 2D, il faut vraiment travailler tout ce qu'il y a derrière, l'utilité, l'aspect même DeFi, staking, tokenomics, sortir un token avec, etc., quoi. Après, si vous voulez lancer une collection avec de la belle 3D, comme par exemple, on peut voir avec, je sais pas, on peut voir avec des collections de Ape, ou là, il y a Ape enfin, qui a déjà sorti un mint et du coup qui fait des choses par rapport à du fashion, etc., et de la 3D, de la vraiment très belle 3D. Là, effectivement, vous pouvez juste sortir une collection avec de la belle 3D, un bel artiste 3D et du marketing. Et D'accord. vous pouvez vendre et solder votre collection si vous avez mis beaucoup dans le marketing. Ok. Maintenant, honnêtement, il y a tellement de. Enfin, il y a tous les jours, quasiment, ou toutes les semaines, il y a des grosses collections 3D qui sortent. Ouais. Ouais, il y a toujours un gars qui a bossé chez Disney ou chez Pixar ou chez je sais pas qui, et qui, du coup, en fait, c'est la force. Le simple fait de mettre du marketing et de dire là, on lance la collection 3D du gars qui a bossé chez Disney ou Pixar ou chez machin, bah là, il y a déjà direct 70 000 personnes qui débarquent. Ouais. Mais bon, parce que ces gens-là, ils ont mis 300 000 $ dans le budget marketing aussi, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, pour l'instant, le simple fait de dire il y a un gros artiste 3D qui fait cette collection-là, c'est encore assez puissant pour pouvoir faire rentrer les gens. Maintenant, donc là, du coup, c'est juste du marketing. C'est Ok. clairement juste du marketing pour attirer les gens. Voilà. Et pour revenir à ma question, comment faire pour vendre ces NFT? Est-ce qu'il y a OpenSea? Est-ce qu'il y a d'autres plateformes où il n'y a pas forcément autant de frais? Alors, les frais, ça va vraiment dépendre de la blockchain. Ça ne dépend pas spécialement de la marketplace là que tu as cité, OpenSea. OpenSea, c'est la première et la plus grande des marketplaces les plus connues. Elle fonctionne à la base sur Ethereum et depuis un certain temps, ils implémentent le fonctionnement sur des nouvelles blockchains. Donc OpenSea, maintenant, ça marche sur Ethereum, sur Polygon, sur DAI. Je crois que c'est les trois. Bah, après, j'y vais pas souvent, donc j'ai pas revérifié. Mais voilà, en tout cas, à la base, OpenSea, ça marche avec Ethereum. Donc, c'est sur Ethereum qu'il y a énormément de frais. C'est la blockchain qui, pour l'instant, est la première blockchain pour tous les projets DApp, NFT, etc. DeFi aussi. Mais il y a énormément de frais. Et il y aura bientôt une mise à jour d'ici 1 an ou 2 ans. Enfin, on ne sait pas trop quand ça sera complètement implémenté pour baisser les frais et que ça revienne beaucoup moins cher. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Donc là, si vous achetez par exemple un NFT à 100 $,
c'est possible qu'on vous demande entre 70 et 1000 $ de frais. Ouais. Moi, nous, clairement, nous, avec notre collection Tugs Life, quand on a lancé la collection, vu qu'on voulait un prix d'appel à moins de 100 € et qu'on voulait toucher des gens pour un premier investissement NFT, par exemple, des néophytes, des gens qui ne sont pas forcément que dans les NFT, etc. On voulait attirer des nouvelles personnes. Du coup, on s'est dit, on ne peut pas se permettre de demander aux gens de dépenser quasiment l'équivalent du prix ou les 3/4 du prix du NFT en frais. Donc, du coup, on a choisi la blockchain qui s'appelle Solana. Et du coup, Solana est une blockchain, c'est une autre blockchain comme Ethereum, comme Polygon, etc. Sauf que vraiment, c'est la blockchain qui coûte le moins cher. C'est-à-dire que pour faire une transaction, ça te coûte moins de 1 centime de dollar. Alors que sur Ethereum, ça peut monter jusqu'à 1000 $ la transaction. Donc, au final, ça, c'est un choix évident. Et nous, on n'est pas sur OpenSea parce que Solana, la blockchain, n'est pas sur OpenSea. Ouais. Il y a d'autres marketplaces propres à cette blockchain qui s'appellent, il y en a une qui s'appelle Solana Art. Nous, on est listé, là, on a été listé depuis hier sur Blue Diamonds. Donc, nos NFT peuvent se revendre. Tous ceux qui ont acheté un NFT et qui l'ont minté pour 0,911 Solana, ils peuvent le revendre du coup plus cher sur la marketplace. Et là, le floor price actuellement, il est à 1,3. D'accord. Donc, je mettrai dans les notes Solana et tu m'as dit Là, c'est Blue Diamonds. Et après, sur Solana, les deux grosses, c'est Solanart et Magic Eden. Nous, on attend d'être listé sur Magic Eden. Et en attendant, on a été listé sur une toute nouvelle marketplace qui a été créée par une équipe française et qui est montante, qui va exploser, je pense. Et du coup, qui s'appelle Blue Diamonds. Donc, pour l'instant, le seul endroit où on peut revendre nos NFT, où c'est listé avec vérifié, c'est Blue Diamonds. Et bientôt, quand on aura sold out, ça sera listé sur Magic Eden, là où il y a toutes les grosses collections Solana. Comment faire pour mettre en place un smart contract et avoir éventuellement 10% de royalty quand les NFT se revendent comme les NFT VeeFriends? Alors, les royalties, c'est en fait de l'argent qui vont revenir aux créateurs du NFT à chaque revente. En fait, c'est réglable. C'est quelque chose qui est complètement réglable. Alors, tu le règles soit dans le smart contract, dans le cas d'une collection sur Ethereum, par exemple. Nous, sur Solana, on n'utilise pas réellement un smart contract pour notre collection. On utilise ce qu'on appelle une candy machine. C'est un outil framework qui est là pour les créateurs NFT pour pouvoir faciliter le déploiement de collections NFT sans avoir besoin de maîtriser du code en Solidity ou en Rust. Enfin, sur Solana, ça s'appelle le Rust. Sur Ethereum, c'est du Solidity. Donc, si vous voulez déployer une collection NFT sur Ethereum, il faut absolument avoir un développeur Solidity qui va coder un smart contract. Sur Solana, ce n'est pas obligatoire. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi Solana, c'est parce qu'en tant que développeur web, j'avais les compétences techniques pour tout de suite apprendre et déployer avec la Candy Machine, alors que l'apprentissage du développement, enfin d'un langage de développement pour un smart contract, ça aurait été beaucoup plus long et fastidieux. Mais avec Candy Machine, tu ne peux pas mettre en place de royalty? Si, tout à fait. Là, du coup, sur la Candy Machine avec Solana, les royalties, elles sont juste gérées dans un fichier texte où on met l'adresse de wallet de la personne qui doit récupérer les royalties et un pourcentage, quoi, en fait. D'accord. Donc, Ok. nous, on a réglé 10% sur chaque revente de Tugs. Ouais. Et ces 10%-là, on va les récupérer et ça nous servira à alimenter le budget marketing ou gaming. Enfin, nous, on pense à l'utiliser en priorité pour le budget gaming. Après, s'il y a beaucoup de volume de vente et que ça génère plus d'argent, du coup, on le réinvestira pour le marketing. Super. Je te remercie pour ces sujets concernant les NFT. Maintenant, je vais attaquer le dernier sujet avec le métaverse. Je sais que tu as une forte expérience sur NFT, mais le métaverse est aussi un sujet intéressant. Je te disais, j'étais au salon Solidity plutôt Solidity, n'importe quoi, je pensais à Solidity, ce que tu veux me dire. Reality, ouais, pardon. J'étais au salon Virtuality à Paris, où il y avait de nombreux exposants. C'est assez impressionnant comment en peu de temps le métaverse s'est développé, forcément avec l'évolution Facebook est devenu Meta. Il y avait donc sur ce salon Virtuality, il y avait des entreprises comme The Sandbox. Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous donner des conseils pour réussir dans le métaverse? D'ailleurs, je rappelle que Sandbox, qui est l'entreprise qui gère l'un des deux plus gros métaverses dans le monde, avec Decentraland, donc il se tire un peu la bourre, c'est une entreprise française. Hein. Tout à fait. Donc, Cocorico, moi j'ai envie de dire, franchement, les Français ils sont super bons dans tout ce qui est Web3, crypto, blockchain et tout.
Je me demande pas si même on est parmi les premiers en termes d'activité, d'acteurs, etc. Mais en tout cas, ouais, c'est super top que Sandbox ait réussi à se développer à ce niveau-là. Ils ont même signé des partenariats avec Snoop Dogg. Je veux dire, Snoop Dogg, il a clairement acheté une land dans Sandbox et il a créé son mansion. En fait, il a un espèce de gros château de demeure dans le métaverse. Et il y a même il y a un gars qui a payé 650 000 dollars pour payer la land qui était juste à côté de Snoop Dogg pour être le voisin métaverse virtuel de Snoop Dogg. Donc, ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se développent sur le métaverse. Nous, avec Tugs Life, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant. Parce avec Tugs Life, nous, on est vraiment, comme je vous ai dit, on est différent des autres projets NFT qui existent. On n'est pas dans le FOMO, dans vendre du papier et tout. Nous, on ne veut pas faire comme les autres. On ne veut pas vendre du vent pour l'instant. On veut vraiment vendre des choses qu'on a testées, qu'on est capable de réaliser et réaliser rapidement, en fait. Et pour pouvoir le proposer le plus tôt à la communauté. Et ça passe aussi par des soirées métaverses. Et nous, typiquement, en fait, on organise exclusivement pour nos holders. Donc, je rappelle, un holder, c'est quelqu'un qui détient un de nos NFT. Ouais. Pour ceux qui détiennent nos NFT, qui en ont acheté, on organise des soirées exclusives dans le métaverse, dans un appartement qui est virtuel en 3D. Et du coup, c'est quelque chose de quand même très exclusif. On est hyper privilégié parce qu'il faut savoir que l'appartement qu'on utilise se revend entre 200 et 400 Solana. Donc, 400 Solana, je veux dire, il y a quelques mois, ça équivalait à 50 000 dollars. Donc, c'est l'équivalent d'une vraie maison dans la Creuse, par exemple. Donc, c'est quand même incroyable de voir qu'un asset numérique en NFT peut valoir autant qu'un bien immobilier en France, quoi. C'est quand même hallucinant. Et donc, on a eu l'occasion, en fait, on a le privilège de pouvoir accéder à cet appartement NFT en 3D dans lequel, en fait, on peut organiser des soirées chill. Donc, il y a le micro, etc. Les gens se connectent avec un petit avatar, ils se baladent dans l'appartement. L'appartement est interactif dans le sens où on peut faire cliquer les gens sur des objets pour les emmener sur des pages Internet, pour faire ouvrir des jeux, etc. Donc, on a par exemple des bornes d'arcade qui te permettent de lancer des jeux de loup-garou en ligne à plusieurs, jusqu'à 29 personnes. On peut jouer jusqu'à 29 personnes. Et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est comme si tu allais dans l'appartement que tu avais un ami qui t'invitait pour dire bah, viens, on va dans l'appartement d'un pote que tu connais pas, tu vas rencontrer du monde, on va discuter, on va peut-être faire des jeux de cartes ou des jeux de société, tu vois, ou faire un poker par exemple. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. En fait, on va pouvoir se lancer des parties de poker. Là, il y a déjà l'occasion de jouer en multiplayer à 9 sur une table du poker, avec de l'argent fictif, mais ça reste de l'amusement. On peut lancer du loup-garou, un jeu de l'espion, il y a plein d'autres jeux. Moi, j'ai intégré un jeu d'échecs. Tu veux venir juste faire un contrat en échecs, tu peux. Voilà, c'est vraiment l'idée de se retrouver ensemble pour, encore une fois, fédérer la communauté, fidéliser les gens et leur faire accéder à des événements qu'ils n'ont pas ailleurs. C'est-à-dire que là, actuellement, le nombre de collections NFT qui, à travers le fait que vous fassiez partie de la communauté parce que vous avez un NFT, qui vous font venir dans des soirées métaverses, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Donc, on est vraiment exclusif, quoi. Excellent. Si les gens veulent, merci pour toutes ces réponses. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur Tug Life, comment on fait pour s'enseigner sur Tug Life c'est quoi, je mets le lien Discord. Ouais, on a un Linktree en fait, un arbre à liens qui regroupe en fait tous nos liens. Donc vous trouvez notre Discord, notre Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, etc. Sur YouTube, vous pouvez aller voir ce que donnent les soirées métaverses qu'on a organisées déjà. Pour l'instant, on en a fait une qui était soirée de lancement avant notre mint et on avait invité plein de gens. Il y avait des influenceurs. On a demandé carrément, on est en contact avec Portal qui est le métaverse en question Ouais. et on leur a demandé d'augmenter la capacité de l'appartement qui est normalement limité à 30. On est monté jusqu'à 50. Voilà, enfin, c'était vraiment top. Tout le monde a apprécié. Et vous pouvez aller voir sur Twitch et surtout sur YouTube où on a les replays. D'ailleurs, on a organisé le premier showcase de rap français, c'est-à-dire que les premiers rappeurs français qui peuvent se targuer d'avoir rappé dans le métaverse, ils étaient chez nous, quoi. C'était lors de notre événement. On avait notamment le fils de Stomy Bugsy, pour ceux qui connaissent ce rappeur des années précédentes. Et puis, on avait aussi des rappeurs du collectif Château Noir, des proches du rappeur SO La Lune. Donc, voilà, plus BKS Benga et également notre artiste
nous négocions qui rappe, qui a sorti un son qui s'appelle No Me Importa avec un Américain et du coup qui a rappé un peu façon roca à l'espagnol. Donc voilà, on était les premiers à faire ça et moi je vais développer en fait ce type d'événements qui sont complètement exclusifs du coup. Hein. Vraiment là, le rap dans le métaverse et peut-être par la suite du stand-up dans le métaverse. En fait, je connais des stand-uppers. Donc, du coup, on va leur proposer et on va voir ce que ça peut donner. Et ils pourront à terme venir tester leurs blagues pour voir s'ils les intègrent dans leur spectacle. Les rappeurs, peuvent venir pouvoir poser des sons inédits, des freestyles inédits ou même tester des sons pour voir s'ils les intègrent dans leur projet de mixtape ou d'album, etc. Donc, ça va vraiment être intéressant pour toutes les parties, quoi, en fait. Et on entend bien capitaliser dessus. Donc, vous pouvez tout retrouver sur YouTube, sur Twitch, etc. On verra les liens, comme ça je vais mettre dans la description pour que les gens puissent directement avoir les bons liens pour retrouver toutes ces informations. Nickel. Dernière question, maintenant, comment on fait si on veut te contacter pour avancer éventuellement avec toi? On te contacte comment, sur LinkedIn, sur Twitter? Alors, vous pouvez aller de toute façon sur le site tugs.life, le site web du projet, sur lequel déjà vous allez retrouver toutes les informations sur le projet, notamment un détail du jeu qu'on lance, parce que ça, je n'ai pas trop mentionné, mais le gros truc de notre projet, en plus d'avoir une communauté soudée, une Tugs Family, pour retrouver tous les soirs des gens avec qui parler au niveau Web3, au niveau hip-hop, etc., de tous les centres d'intérêt. Il y a également, en fait, le gaming. En fait, nous notre NFT sera un ticket d'accès exclusif pour du gaming. Nous, on a inventé un jeu de rôle stratégique. C'est un mix entre GTA, Risk et Monopoly, pour faire gros. Et en fait, c'est complètement inventé. On a inventé tout un univers avec des cartes de jeu pour encadrer le jeu, pour que les joueurs ne soient pas perdus. C'est du pur roleplay. C'est-à-dire que ça se passe pour l'instant sur Discord, où les gens vont avoir des salons de discussion. Ils vont devoir se mettre dans la peau d'un membre de gang. Et comme s'ils étaient dans une ville, donc notre ville, c'est Satoshi City. Il y a également un journal qui s'appelle la Gazette de Satoshi City qui sort à chaque tour de jeu pour informer les joueurs de ce qui s'est passé au niveau des autres gangs et tout. Donc, en fait, vraiment, vous allez être dans un espèce de groupe où vous allez discuter, devoir prendre des décisions pour gagner un maximum de points à chaque tour. Et le gang qui aura accumulé le plus de points à chaque tour va gagner la guerre. Et la saison de la guerre, elle dure 1 mois. Et nous, derrière, on donne des rewards en Solana. C'est-à-dire que le gang qui gagne, il va être rémunéré pour gagner. Excellent. Eh ben, super. Merci pour tous ces renseignements. Sinon, c'est vachement intéressant ce que tu fais sur les NFT et le Metaverse. Je te remercie pour tout. Merci. En tout cas, n'hésitez pas, tux.life, vous avez tous les réseaux sociaux et là, sur la page team, il y a mon LinkedIn, il y a mes réseaux sociaux personnels. N'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus. Et pour répondre à toutes questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord des Amis Crypto qui couvre les sujets NFT, DeFi, gaming, investissement, trading, etc. N'hésitez surtout pas. Super. Je te remercie. Merci Franck. À bientôt. À bientôt. Salut.